ma, ma collègue et complice qui va nous aider à la technique aujourd'hui. Donc, bienvenue dans le webinaire Outils de dialogue pour la transition socio-écologique. Moi, c'est Pierre-Élie Huppé. Je suis chargé de partenariat puis de mobilisation des connaissances à Opération Veille et Soutien stratégique, l'OVSS. Donc, bienvenue au webinaire. Donc, la mission de l'OVSS, c'est d'identifier, documenter, comprendre les transformations actuelles puis à venir pour outiller les acteurs, les actrices qui œuvrent au développement des communautés afin qu'elles puissent s'adapter puis agir collectivement avec des repères solides. Donc, dans cette optique-là, là, je vous ai mis un buffet choisi de références récentes là, sur des outils qui sont reliés à la transition. Donc, il y a quelques 5 courtes vidéos sur les plans climat, là, puis l'intersection des plans climat avec le développement des communautés qui permet de voir c'est quoi les plans climat, puis où est-ce que le développement des communautés les rencontre. On a fait une fiche l'an dernier sur la sobriété numérique. Donc, si ça vous tente d'aller faire un tour sur cette question-là, là, étant donné que on se rencontre aujourd'hui en ligne, puis que le numérique fait partie intégrante de nos vies, il y a quand même quelques bases ou quelques clés de connaissances super intéressantes dans cette fiche-là. Puis, tout chaud, sorti du four du mois de mars, un regard territorial, intersectoriel et concerté sur l'essor des collectivités zéro émissionnettes, les collectivités zen du Front commun pour la transition énergétique. Donc, l'OVSS est partenaire du projet des collectivités zen. Puis, on fait un regard là, territorial sur le déploiement des collectivités zen de la période 2021-2025. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller consulter ces autres outils-là. On est là pour que ça serve. Entrez en dialogue avec nous, contactez-nous si pour avoir des détails, partagez-les, etc. Commentez-les. Dites ce qui marche pas aussi. Ça nous intéresse de vous entendre. Avant d'aller plus loin, on voulait faire une reconnaissance territoriale parce que c'est un moment, je pense, pour revenir sur notre histoire collective. Dans les dernières années, on a regardé plus courageusement notre passé, puis on a ouvert des placards. Puis dans le placard, on a trouvé quelques beaux moments, des moments d'échange, de fraternité, d'amour, des moments qui étaient des courtes parenthèses entre des longs moments horribles. Vous savez, pour moi, ça a été quand même particulier d'apprendre, en regardant l'histoire, que pour chaque personne autochtone qui venait vivre dans la vallée du Saint-Laurent, dans la colonie française de l'époque, il y avait 100 colons qui partaient pour vivre dans le reste de l'Amérique avec les communautés autochtones. Ça dit peut-être quelque chose sur qu'est-ce qui était offert ici dans la vallée du Saint-Laurent versus qu'est-ce qui était offert par d'autres peuples, dans d'autres modes de vie, dans d'autres cultures, au niveau de l'accueil, etc. Quand on a ouvert le placard, on a vu des villages qui avaient plus leurs enfants, le silence atroce du deuil d'une génération arrachée à sa famille, à ses amis. On a vu l'interdit de parler puis de se faire comprendre dans sa langue intime, dans sa manière unique de dire les choses, de décrire le monde. Ici, au Québec, on sait pourtant très bien c'est quoi de se faire dire speak white, que la seule langue légitime, c'est l'anglais. On est bien placé pour comprendre le racisme, de se faire dénigrer la parlure. En ouvrant le placard, on a vu la destruction des gardes-manger, l'interdiction d'aller chasser sur un territoire où l'on va depuis sa naissance et où ses ancêtres vont depuis des temps immémoriaux. Puis si on y va clandestinement parce que sa famille puis sa communauté a faim, on risque d'être emprisonné. Puis rendu sur place, on voit que les arbres ont été rasés. Depuis les années 2000, on a ouvert le placard, puis on a trouvé ben, des squelettes. Ces squelettes-là, ça nous place aujourd'hui où? Dans le présent. Moi, ça me place dans mon sentiment d'impuissance. Ça me place devant la taille de la tâche pour redresser les injustices passées. Ça me place devant la taille des injustices elles-mêmes. Mais ça me place aussi devant ma capacité d'agir, d'inclure les personnes autochtones dans nos espaces de collaboration, le plus tôt possible, en leur donnant un réel pouvoir sur les décisions qui vont être prises, à naviguer avec humilité le désir d'être transformé, les malaises, les méfiances légitimes, les rythmes différents, les priorités contradictoires, des façons de faire nouvelles. Puis heureusement, il y a de plus en plus d'appui pour nous accompagner. Mikana, Ashukan, Utapi. Pour moi, parler de décolonisation aujourd'hui, c'est aussi rappeler que la dépossession, c'est pas terminé.
puis qu'une transition énergétique basée sur plus d'extraction est en cours et que bien des luttes ont besoin de notre soutien. On peut penser au camp 134 mené par des Atikamekw de Manawan pour limiter les coupes forestières sur leur territoire de chasse traditionnel. Toute la protection de l'orignal menée par les Anishinaabe au tournant des années 2020. Il y a plusieurs nations présentement qui s'allient pour protéger le caribou qui est en déclin. Il y a des luttes pour s'opposer à des mines, bientôt à des oléoducs. On s'est demandé si on oubliait qu'on buvait de l'eau au Québec. Euh, je me dis qu'il faut apporter notre solidarité à ces luttes par tous les moyens qu'on dispose. Je tiens d'ailleurs à remercier les gardiens et gardiennes des eaux, de la terre, d'avoir fait tout ce qu'ils ont pu pour nous transmettre une terre qui est encore viable et que je souhaite transmettre dans un meilleur état encore aux prochaines générations. Puis quand on regarde vers l'avenir de la décolonisation, moi, ça m'amène à renouer le lien avec le monde qui nous entoure. Je me demande ce que ça veut dire de se sentir lié à notre ordinateur, aux gens qui ont travaillé dans toutes sortes de conditions pour qu'on se voit aujourd'hui en ligne, à l'énergie que ça prend pour le faire fonctionner en ce moment. Ça m'amène aussi au besoin de se relier au monde naturel, de voir le huard, l'oie blanche, le grand pin comme des parents auxquels on est lié et non pas comme des ressources à compter puis administrer. Ça m'amène à penser au nous plus qu'au je, à me demander, à notre départ, comment on peut laisser les lieux toujours dans un meilleur état qu'on les a trouvés en arrivant. Regarder vers l'avenir sur le chemin de la décolonisation, pour moi, c'est de me dire qu'elle est incontournable pour arriver à une transition sociale et écologique, puis que ça va nous amener à nous transformer. Donc, si on parle justement de la décolonisation vers la transition, euh, on, euh, je vais prendre la présentation, si on veut, dans 5 autres temps. Il va y avoir une brève de réflexion là, sur l'utilité de l'outil. Ensuite, un moment là, sur la transition socio-écologique puis le développement des communautés. C'est une réflexion que je mène. On passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que c'est important que ça circule, puis que vos retours seront les bienvenus. Ensuite, une présentation de 7 outils, puis les questions. Temps de questions qui est justement à la fin là, pour avoir le temps de traverser les 7 outils. Puis éventuellement, après tout ça, là, vos ajouts. Est-ce que vous en connaissez d'autres des outils? Ça m'intéresserait de les avoir parce que on voudrait dans un deuxième temps sortir une liste qui est plus complète là, à l'OVSS. Donc, l'outil ne fait pas la transition comme la vie ne fait pas le moine. Pour utiliser un outil, il faut qu'il y ait un processus qui soit déjà entamé, une volonté d'avancer dans la question de la transition sociale et écologique pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Puis ça prend aussi un objectif pour utiliser un outil. Donc, c'est toujours à la fin d'un processus qu'on va choisir le bon outil pour faire la bonne job en fonction du processus puis des objectifs qui ont été identifiés. Ça peut paraître acquis pour un paquet de gens, mais c'est pas toujours le cas. Donc, même si certains outils sont tripants, il faut quand même les placer dans le contexte qui est le plus pertinent pour réussir à tirer les meilleurs profits de ce qu'ils ont à nous offrir. Sinon, l'intersection entre la transition socio-écologique puis le développement des communautés, ou comme d'autres personnes disent, entre la fin du mois puis la fin du monde, ce que je me rends compte depuis les années en parlant, là, c'est que l'alimentation, c'est toujours un endroit très, très facile de se rencontrer, puis où est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples qui existent au niveau des caveaux collectifs, des jardins collectifs, les forêts nourricières, les terres mises en commun par une MRC, par exemple, pour que des petits producteurs, des petites productrices puissent s'installer. Ensuite, souvent, c'est facile à faire au niveau du logement social, le logement démarchandisé, la mobilité transformée. Euh, mais après ça, quand on commence à parler de d'autres thèmes, des fois, on tombe dans des réflexes là, d'une vision sectorielle, de c'est pas notre job à nous. Puis j'ai l'impression que si on veut faire une transition qui soit porteuse de justice sociale, ben, il faut quand même qu'on ait un regard politique plus général là, sur l'avenir auquel on souhaite. Puis cet avenir-là ben, passe entre autres par de la sobriété, de la circularité, de l'autonomie. Donc là, on peut penser à la Fab Région du Bas-Saint-Laurent qui veut que 50% de la production textile
alimentaires, énergétiques, puis pour construire le logement, proviennent de la région elle-même. Mais on parle de tous les espaces pour réparer des objets, les lois contre l'obsolescence, etc. Toute la question des milieux de vie, la ville de 15 minutes, les services de proximité, un vivre ensemble convivial qui fait la vie dure à la gentrification, probablement main dans la main avec le logement social et démarchandisé notamment. Tous les enjeux de collaboration, partage. Donc, les espaces, les ressources inutilisées, que ce soit des écoles, que ce soit tous les locaux là, qui sont laissés vacants le soir, les fins de semaine, les pick-up qui restent dans la cour, qui peuvent être mis au service de la collectivité, puis éviter que d'autres personnes aient besoin de construire plus, d'acheter plus pour répondre à leurs besoins. Mais il y a tout aussi les pratiques de concertation, de médiation, qui sont propres à nos milieux puis à notre expertise, qui vont être essentielles dans l'arbitrage des exigences contradictoires de la transition. Sinon, toute la question des services essentiels, l'éducation, la santé, la solidarité internationale, l'immigration par nécessité pour fuir des conditions de vie qui sont rendues impossibles, là, soit parce que notre terre a été inondée ou parce que la chaleur est rendue trop intense pour y vivre, puis même pour y survivre. Donc, ça va faire venir des gens ici, mais il y a aussi une possibilité de solidarité internationale en envoyant une partie de notre richesse pour que des gens puissent continuer de demeurer chez eux en se sentant bien dans l'endroit où est-ce qu'ils sont. Les enjeux de régénération des écosystèmes, de reconnexion avec la nature, comme on vient de parler, autour du thème de la décolonisation. Puis, à mon sens, l'intériorité, parce que transformer le monde, c'est se transformer nous-mêmes. Puis, ça va passer par ces- 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 cette- ce dialogue entre ces deux dimensions-là, là. Un ami à moi dit, je parle aux autres, mais je me parle à moi-même en même temps. Donc, si je vous amène vers le premier outil, l'outil de réflexion pour le développement des communautés territoriales inscrit dans la transition socio-écologique, c'est un outil qui a été développé là, par Sonia Racine puis Lucie Morin dans une recherche autour de la transition socio-écologique et la philanthropie dans le développement territorial. C'est quatre blocs d'animation qui sont basés sur Communagir pour emporter. Ils servent à répondre évidemment à quatre questions. Donc, quels sont le lien entre les enjeux écologiques, sociaux, puis de santé de notre territoire avec un scan de l'environnement pour voir justement ces croisements-là, puis les intersections entre le social et la santé et l'écologique. Ensuite, il y a la question des définitions. C'est quoi les définitions qui nous rejoignent? Il y a trois exemples de définitions, puis l'exercice résonne, étonne, détonne. Ah ouais, ça résonne avec moi, j'aime ça. Ah ouais, ça, je comprends pas trop, c'est quoi, ça étonne. Puis détonne, ah ouais, non, non, ça, c'est pas nous autres, ça nous intéresse pas. Ensuite, comment prendre position sur la transition. Donc, avec un fishball, quelques personnes assises au centre qui sont en dialogue avec des gens qui peuvent arriver, puis ça permet à l'autre monde de partir. Puis, à la fin, la grande question, que fait-on déjà? Puis que veut-on changer? Que fait-on déjà? Parce que il y a plein de choses qu'on fait, qu'on veut continuer à faire, puis qui sont importants pour faire une transition qui est juste, parce qu'il y a déjà plein des éléments qui sont importants dans un cadre de justice sociale. Mais en même temps, si on continue à faire exactement la même chose, ben, on n'y arrivera pas à la transition. Donc, ça va demander des changements, des transformations. Puis là, il y a la cartographie des acquis pour voir qu'est-ce qu'on fait déjà. Puis l'étoile du changement pour voir qu'est-ce qu'on a envie de laisser partir, laisser mourir, puis qu'est-ce qu'on veut voir naître. Ça s'adresse à qui cet outil-là? C'est pour des personnes actives dans des démarches territoriales. À mon sens, c'est très facile d'utilisation, dans le sens que les animations sont construites, tous les éléments sont présents dans le guide. Ça a toujours été utile quand ça a été utilisé. Ça n'a pas été si souvent que ça, mais il y a plusieurs territoires qui l'ont essayé, là, 4, 5, 6, 8, peut-être 10 dans les derniers 2 ans. Puis ça a été apprécié. Ça demande une journée et demie à peu près au total. Donc ça peut se faire d'un bloc ou en plus petite bouchée. Puis un minimum de connaissances, puis un sentiment de légitimité là, autour de la transition. D'ailleurs, il y a une nouvelle version qui s'en vient. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'infolette du collectif des partenaires en développement des communautés si vous voulez être tenu au courant. Ça devrait sortir dans pas très longtemps. Deuxième outil que je voulais vous partager aujourd'hui, le parcours des collectivités zen. Donc ici, vous avez la trajectoire là, biens et services pour l'île de Laval.
la région de Laval, la ville de Laval, c'est comme vous voulez. Donc, on voit différents jalons ou différentes étapes qui sont préalables à l'avancée de d'autres projets pour réaliser là, une transition sociale et écologique. Puis, il y a trois trajectoires différentes là, qui ont été identifiées pour la ville de Laval. Euh, quand que je dis un outil, en fait, c'est un peu un abus, là. C'est une série d'outils pour élaborer une trajectoire systémique de transition sociale et écologique qui est ancrée dans une basse participation citoyenne, puis dans les expertises du territoire. Donc, c'est extrêmement structurant pour le territoire. Il y a entre 200 puis 9000 personnes qui sont rencontrées. Là. 9000, ça, c'est le cas du Grand Dialogue qui a été de façon très exhaustive. À partir de ces rencontres-là, puis de récits prospectifs qui étudient les tendances lourdes dans la société, les gens vont sélectionner c'est ce à quoi ils aspirent, puis ce à quoi ils redoutent à l'intérieur de ces récits-là prospectifs. Puis ça va permettre de créer un récit du futur souhaitable pour le territoire à partir des discussions citoyennes. Puis, éventuellement, ben, après ça, l'étape suivante, c'est d'apporter des experts, des expertes du territoire pour tracer là, les trajectoires comme on a vu à la page précédente. Puis, ensuite, les organisations qui participent à la collectivité zen ou à la démarche de transition territoriale vont élaborer un plan opérationnel pour les 2 prochaines années pour avancer là, sur un certain nombre de ces jalons-là puis les mettre en action pour faciliter les possibilités de mettre les autres jalons subséquents dans l'avenir. C'est pour qui? C'est une transition, le projet de la transition socio-écologique, c'est un projet d'une génération. Donc, c'est une démarche qui est très exhaustive, qui est très demandante. Puis je me dis que si il n'y a pas un horizon d'au moins 10 ans qui est contemplé, euh, ça vaut pas vraiment la peine. Ensuite, ils disent en Californie, là, fake it till you make it. Fait que ça peut être une idée s'il y a un engouement collectif de se dire, ben, on va mobiliser tous les moyens pour se projeter jusqu'à 10 ans, mais il faut savoir là, que c'est ça. Ça demande quand même un bon engagement de se lancer dans cette démarche-là. Il est très difficile d'utilisation. Ça demande un accompagnement du front commun. Même si vous êtes un véritable couteau suisse, que vous connaissez des éléments de la transition, des éléments de la prospective, des éléments de la recherche, c'est lourd. C'est très structurant pour le territoire, là. Les territoires qui se sont lancés dans la démarche de collectivité zen, ça mobilise, ça réunit, puis ça permet d'avancer. Puis le projet lui-même est en évolution, donc il y a une volonté de faire une démarche qui est plus légère. Encore là, vous pouvez vous abonner à l'infolette, devenir membre du Front commun, suivre qu'est-ce qui se passe pour avoir plus d'informations dans le courant de l'été puis de l'automne. Troisième outil que je vous présente, c'est la boussole de la transition. Donc, on peut voir là, différentes polarités, des polarités là, sur à quelle échelle qu'on travaille. Est-ce qu'on travaille à une échelle globale qui peut être celle du Québec, du Canada ou du monde, ou est-ce qu'on est à l'échelle des milieux de vie d'un quartier, d'un village, d'une MRC? Est-ce que c'est un processus technocentré, donc centré sur la technique des thermopompes, des chars électriques, ou est-ce qu'on est sur un processus socio-centré qui demande de revoir des habitudes, de venir manger, consommer moins de viande, par exemple, euh, ensuite voyager moins souvent ou plus sobrement profiter plus du territoire québécois que des mers du Sud, etc. Puis c'est quoi la finalité? Est-ce que c'est une finalité de justice sociale qui sous-tend la démarche de transition ou est-ce que c'est une finalité de carboneutralité? Puis fait que là, la carboneutralité, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Puis la justice sociale, ben, vous connaissez bien, c'est la réduction des inégalités sociales qui va passer, notamment à Washington, là, ça a été annoncé cette semaine, par la taxation des personnes les plus nantis. Une boussole de la transition. Quelle forme que ça prend l'outil? Prend la forme de trois animations pour utiliser la boussole. Il y en a une que c'est un questionnaire là, où est-ce que tu cliques des choix de réponse, puis ça te permet de te sortir ta place sur la boussole. Sinon, il peut y avoir des énoncés, où est-ce que là, tu sélectionnes les énoncés, puis ça te permet de savoir là, est-ce que tu es très à l'échelle du Québec, ou est-ce que tu es très à l'échelle des milieux de vie, est-ce que tu es très dans la finalité de justice sociale ou la finalité de carboneutralité. Puis il y a aussi un exercice de construire sa propre boussole, de se demander où est-ce qu'on se situe dans les trois niveaux sur chacun des axes.
J'ai placé les axes là en polarité parce que c'est l'objectif, mais on peut être pour la justice sociale puis pour la carboneutralité, ou on peut vouloir travailler et à l'échelle du Québec et à l'échelle des milieux de vie. C'est pas nécessairement des oppositions, mais souvent quand on choisit l'un, ben on prend pas nécessairement l'autre là avec. Donc, l'utilité de l'outil de la boussole, ça sert à se repérer dans les grandes orientations de transition. Comme vous savez, le mot transition est rendu tellement utilisé là, qu'on peut en perdre notre latin ou notre français. Donc, ça sert à toute personne, tout groupe qui sert à orienter son action puis à se dépatauger dans cette polysémie du mot transition pour savoir où est-ce que les autres se situent réellement à travers ces polarités-là. C'est assez facile d'utilisation, je dirais, dans le sens où est-ce que les animations existent. On peut faire la demande là, à Ali Ramdani, le fondateur, ben pas le fondateur, mais le créateur de la boussole pour y avoir accès. Euh, Ça permet, ben moi j'aimais ça parce que ça permettait de clarifier là, les polarités dans la transition puis de s'orienter collectivement. Si on n'a pas d'accompagnement externe, ben, ça demande une certaine humilité dans l'animation pour co-construire des exemples concrets. Donc, par exemple, là, tout à l'heure, je me demandais c'est quoi des exemples concrets. Les biorégions, est-ce que c'est à l'échelle du Québec? Est-ce que c'est à l'échelle des milieux de vie? Est-ce que c'est intermédiaire entre les deux? Est-ce que... Puis là, ben, on se ramasse avec ce genre de questions-là où est-ce que dans le dialogue, on réussit à les placer puis à créer plus de sens collectivement. Quatrième outil, c'est le jeu sérieux pour une adaptation équitable. Ça a été développé par le laboratoire en innovation ouverte, le LIO, à Rivière-du-Loup, le labo Équité Climat, puis le CIS Bas-Saint-Laurent. Donc, vous avez un peu un aperçu là, du contenu des, du jeu. Puis, comme vous pouvez voir, là, il y a différents continuums. Un continuum sur les inégalités sociales de santé, des indicateurs d'adaptation équitable, puis des réflexions à avoir pour pousser plus loin. Donc, c'est un jeu pour apprendre puis à dialoguer sur l'adaptation équitable de manière ludique à partir de mises en situation concrète. Ça sert à réunir des acteurs de différents horizons, de différentes expertises autour du sujet de l'adaptation équitable. Pour moi, ça s'adresse à tout groupe de travail qui s'intéresse à la question de l'adaptation équitable. Euh, Ça peut s'animer par une personne qui est ferrée en adaptation équitable. Il y a un guide de 30 pages là, qui vient, qui a servi de matrice, si on veut, pour le contenu du jeu qui a été fait par la suite. Donc, il faut quand même maîtriser le concept de l'adaptation équitable. Ça demande aussi que le jeu soit prêté. Donc, ou de l'imprimer, de le découper, de le coller, etc. Donc, facilité d'utilisation moyenne, si on veut. C'est certain que c'est un jeu qui s'adresse pas beaucoup aux questions de mitigation, de réduction de gaz à effet de serre, mais c'est ou de la justice sociale qui se fait dans le contexte de la transition de ce sens-là. Mais toutes les questions d'adaptation sont super bien couvertes. Puis ça sert à bien comprendre le continuum entre la maladaptation, l'adaptation puis l'adaptation équitable. Puis là, par exemple, est-ce qu'une mesure qu'on prend augmente la sensibilité des populations? Par exemple, construire en zone inondable. Est-ce que ça réduit la sensibilité, donc l'interdiction de construire en zone inondable? Ou est-ce qu'il y a une adaptation équitable? Donc, est-ce que ça réduit le risque pour les personnes les plus démunies? Donc, est-ce que ça vient, par exemple, dans ce cas-ci, avec, pour les personnes les plus démunies, une possibilité de relocalisation ou d'autres mesures là, qui les empêchent que une inondation vienne les frapper plus durement que les personnes qui ont plus de ressources pour y faire face. Cinquième outil, l'atelier des 2 tonnes. Donc, vous voyez devant vous là une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre pour arriver à émettre 2 tonnes d'équivalent de CO2 en 2050 par personne. Donc, pourquoi 2 tonnes? C'est parce que si on émettait 2 tonnes de CO2 par personne sur la planète, on pourrait vivre à perpétuité sans transformer le climat. Puis ce serait ça.
Ça a été le cas longtemps dans l'histoire de l'humanité. Euh, donc, l'utilité de l'outil, ça sert à voir ensemble, là, avec les gens présents, toutes les choses qui peuvent être faites pour assurer une vie digne, puis qui respectent les limites planétaires aussi. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est la facilité d'utilisation, ben, ça demande une formation spécifique. Donc, les gens qui ont fait l'atelier des 2 tonnes sont invités après ça à faire une formation qui coûte dans les 900 dollars. Donc, c'est pas donné pour avoir après ça le matériel puis les connaissances pour pouvoir animer à leur tour l'atelier des 2 tonnes dans d'autres milieux. Selon une collègue qui a été, moi j'ai pas encore fait la fresque des 2 tonnes. Je suis loin des centres urbains où est-ce que ce genre de choses-là se passe. Puis quand que je regarde, ça se passe pas. Quand que je suis de passage. Mais c'est selon elle qui a été faire un tour, c'était la meilleure fresque. Il y a eu un paquet de fresques qui a été fait de la fresque du climat, des nouveaux récits, etc. Puis celle des 2 tonnes, c'est celle qui est le plus euh, qui l'a fait le plus réfléchir, qui était la plus élaborée, qui donnait un aperçu vraiment intéressant puis ample de la situation, à la fois des gestes individuels, mais tout aussi des discussions collectives ou des décisions collectives qu'il faut qu'on prenne pour arriver à ce seuil-là des 2 tonnes de CO2 équivalent par personne par année. Puis c'est ça, c'est un excellent outil de sensibilisation là, sur une vision de qu'est-ce que peut être une transition sociale et écologique. Donc, scénario 2050, voyons, ça a été développé par le Bureau de développement durable de la ville de Victoriaville. Vous pouvez voir ici là, des élus dans un congrès, je pense, d'Espace Muni ou un colloque d'Espace Muni qui participent à l'atelier. Euh, le scénario 2050 demande de faire face en équipe à 5 crises liées au changement climatique. Une crise de sécheresse, de chaleur extrême, de blackout, un défi d'approvisionnement alimentaire, puis une crise sociale. Donc, l'utilité de l'outil, c'est de sensibiliser aux impacts des changements climatiques, puis donc inciter les gens par la suite à passer à l'action, bien entendu. Pour qui? Ça a été pensé pour des élus municipaux. Au moment où est-ce que ça a été développé, c'est ça, ça a été fait initialement au colloque d'Espace Muni, ça a été fait ensuite à la FQM l'an dernier, si je me trompe pas. Euh, je pense que l'atelier pourrait se faire en intersectorialité. Présentement, au niveau de la facilité d'utilisation, c'est uniquement animé par le Bureau de la transition de Victoriaville. Puis ça demande aussi une infrastructure technique, là. Il y a des projecteurs, il y a un décompte qui laisse un temps réduit aux gens, il y a des capsules vidéo de nouvelles fictives pour mettre les gens dans le bain de chacune des crises, etc. là. C'est très, très, très dynamique comme animation. Puis j'ai l'impression que ça demande une certaine connaissance de base du fonctionnement des institutions pour réussir à avoir un dialogue entre les gens d'une même équipe. Puis, dernier outil, Jason Climat, développé par le Centre d'écologie urbaine. C'est un atelier de discussion citoyen sur les changements climatiques. Ça vise à s'introduire au changement climatique puis à apporter un complément d'information sur la question. Donc, il y a une partie de dialogue ouvert. Ensuite, il y a une partie de transmission de connaissances de base là, sur le fonctionnement des gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique, sur les conséquences que ça a sur les écosystèmes, puis sur les humains. C'est un atelier qui a été pensé principalement pour les citoyens et les citoyennes avant tout. Il me semble assez facile d'utilisation. Il y a tous les documents qui sont en ligne. C'est autoportant, à condition que la personne qui anime connaisse les bases là, des informations à transmettre pour la capsule informative sur la transition socio-écologique. Donc, pour moi, c'est un bon outil pour apporter de l'information puis offrir un espace propice au dialogue. C'est intéressant la manière que c'est structuré puis pensé pour justement laisser une diversité d'opinions se manifester, mais aussi apporter une partie d'information là, scientifique dans la discussion. Ça me semblait aussi peu orienté vers une mise en action dans la mesure où c'était des gens qui étaient invités à participer à un atelier,
puis qu'après ça, ils rentraient chez eux. Fait que ça ramène vers le geste individuel, ça apportera pas nécessairement de transformation territoriale ou systémique par la suite, comme d'autres outils pouvaient le faire, qu'on a vu plus tôt. Donc, rendu ici, avez-vous des questions de clarification? Oui, j'ai une question. Vas-y. Merci Pierre-Élie pour la présentation. Je me posais la question de la différence entre l'échelle sur la boussole, l'échelle des milieux de vie et l'échelle du Québec. Euh, J'avais pas perçu précisément ce que signifiaient ces deux échelles finalement. Fait que l'échelle des milieux de vie, c'est vraiment l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une MRC. Puis l'échelle du Québec, ça pourrait être remplacé par l'échelle globale, là. C'est comme les politiques gouvernementales de Legault, ça peut être la politique de Carney, ça peut être les accords, l'accord de Paris, etc., là. Donc c'est quoi le niveau d'action? Puis selon les différents groupes, souvent ils travaillent pas nécessairement au même niveau d'action à ce Ça marche, niveau-là. merci. Super. Autre question? Félix. Salut. Allô? Une question sur le scénario 2050. Tu disais c'est la Hmm. ville de Victoriaville qui a développé ça. Puis si, mettons, on veut l'avoir d'un événement ou autre, c'est qui peut l'offrir? Tu dis on peut pas vraiment se former parce qu'il y a de l'équipement que c'est eux qui possèdent ou les informations, mais un peu, ouais, comment ça peut se transmettre? Ouais, c'est le Bureau de développement durable de la ville de Victo. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait les contacter. J'ai pas, tu sais, j'ai vu la publicité, j'ai vu, ben pas la publicité là, mais dans le sens, ils ont fait l'expérience, ils ont envoyé un court vidéo là, 3 minutes. Si vous allez voir le lien sur les outils que Kat vous a partagé dans le chat, qui présente comme l'événement et tout. Puis j'imagine qu'il serait ouvert à en faire ici et ailleurs là. OK. Puis l'autre question sur 2 tonnes, ben je connaissais un peu, j'ai vu des vidéos, des trucs. C'est très français aussi, là, dans les exemples, dans le vocabulaire, ce qui a été adapté version au Québec. Pas que je sache. OK. Puis ma collègue qui a été était franco-suisse. Donc, elle est peut-être pas aussi sensible que toi à cette variation linguistique et culturelle. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? N'hésitez pas, on a du temps. Il y a peut-être des gens aussi dans le groupe qui l'ont fait, l'atelier d'automne, qui seraient capables de répondre à la question, si c'est adapté. Alain? Et moi, je peux te dire que je l'ai fait. Puis la question, ben, tu sais, j'avais pas cette préoccupation, mais tu sais, j'ai pas rien, tu sais, je veux dire, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai pas, ça m'a pas, je me suis pas senti comme culturellement amené ailleurs, là. Tu sais, je sais pas, je savais même pas que ça a été développé en France, puis fait que j'avais pas remarqué, tu sais, fait que ben, j'ai pas nécessairement une compréhension approfondie, mais ça me parlait, puis il me semblait que ça résonnait avec nos préoccupations ici aussi, là. Impression de participant. Merci pour le témoignage, Alain. Manon? Je vais dans le même sens que Alain, ça m'avait pas choqué. Peut-être qu'il y a peut-être des particularités qu'on n'avait pas vues, mais je pense que dans le chat, il y a quelqu'un qui disait qu'au niveau de la santé, là, ça s'en venait. Fait que, mais en tout cas, moi, ça m'a pas, ça m'a vraiment motivée, là. Je suis ressortie de là, puis j'avais de l'espoir, puis j'étais enthousiaste. Fait que je me dis peut-être que pour une population moins au fait des changements climatiques ou qui comprend pas la notion, là, tu sais, parce qu'on l'utilise à toutes sortes de sauces. Je me dis peut-être que Jason Climat pourrait se combiner juste avant un atelier d'automne où là, on est vraiment plus dans les solutions. Yeah, ça, c'est une bonne idée, vraiment bonne idée. Une après-midi transition.
peux continuer s'il n'y a pas d'autres questions. Ben, Jason 2 tonnes, qui la donne, qui au Québec est formé pour le donner? Parce que tu disais qu'il y a une formation quand même à 900 $, fait qu'il y a des gens peut-être qui se sont formés au Québec. Y a-tu une liste? Y a-tu des contacts? J'avais fait des recherches sur Internet, je trouvais pas la liste de gens. Il y avait comme des moments où est-ce que ça sortait. Il va en avoir un dans 2 semaines à la Maison du développement durable ou c'est ça. Fait que c'était par ce moyen-là. Je sais pas si eux, ils doivent avoir la liste en Europe, c'est certain. Fait que je présume qu'on pourrait aussi aller les contacter, mais puis l'avoir, mais c'est ça. J'ai pas été jusqu'à ce niveau-là de détail, Philippe, mais ça me dit que ce serait intéressant d'avoir la personne contact dans la version numéro 2 des outils qu'on va faire là, à l'OVSS. Oui, puis je vois dans le chat qu'il y a Vincent Ouellet-Jobin du Centre d'écologie urbaine qui a écrit sur Jason Climat, fait que peut-être que cette personne aurait la liste ou saurait comment répondre, comment on peut savoir. Autre question? Donc, c'est à vous de jouer. Je me demandais, c'est quoi les outils que vous connaissez qui n'ont pas été mentionnés puis qui vous paraissent incontournables pour la question de la transition socio-écologique? Donc, j'ai pas tout mis dans la liste là, de ce que j'ai croisé, évidemment, parce que j'ai l'impression que on peut être, euh, on peut être écrasé sous le lot d'informations, puis éventuellement le choix devient plus pénible que même ça devient moins utile d'avoir la liste d'outils que de tomber sur un ou deux par hasard sur Internet. Fait que j'ai essayé de restreindre ça. Mais si vous en avez des bons qui vous ont fait triper, ce serait vraiment le fun que vous les partagiez, là, soit dans le chat, soit ici. S'il n'y en a pas d'autres, ben, peut-être que la liste est complète comme ça, mais puis à ce moment-là, ben, le temps nous permettra de continuer à en développer parce que je pense pas on a fini de faire la transition, puis on a fini de faire des outils aussi à ce sujet-là. Mais si vous avez quoi que ce soit qui vous vient en tête, partagez-le, ça va me faire plaisir d'aller voir. Ça va me faire plaisir aussi, j'imagine, à notre honorable et humble assemblée de les consulter parce que, en tout cas, si vous êtes aussi curieux, curieuse que moi, euh, lâchez-vous lousse. Là, c'est là qu'on peut faire un petit silence de malaise pendant qu'on creuse. Oui, puis je viens de voir dans le chat, on a une question. Y aurait-il des outils qui visent les jeunes? C'est intéressant. Est-ce que il y a quelque chose pour ce public-là particulièrement? Ouais, je suis pas tombé là-dessus exactement. Au moment où est-ce que Jason Climat a été faite, il y a eu l'INM qui faisait une intervention auprès des jeunes dans le même cadre. Mais je trouvais que c'était comme ah, vous à Québec, vous parlez de mobilité en parlant des transports en commun, puis nous on parle de mobilité en parlant de notre char, puis ah ah ah. Je trouvais que ça allait pas très loin dans ce que ça proposait. Ça m'a laissé sur ma faim. Fait que c'était une activité qui s'adressait à des jeunes dans un dialogue interrégional, mais je pense que ça mériterait un deuxième tour de roue là, pour arriver à quelque chose qui serait peut-être un peu plus consistant au niveau de ce que ça apporte au final. Je me demande aussi l'atelier d'automne, si ça pourrait être développé, mais comme je vous dis, je parle à travers mon chapeau, je l'ai pas vu. Je me fais porte-parole du chat après, Alain, je te donne la parole. Il y a Vincent qui nous dit qu'on peut télécharger la trousse d'animation puis animer nous-mêmes une activité de jason climat. Puis que si on a des questions, on peut... il y a un courriel pour y répondre, pour faire suite à tantôt. Alain? Ben, juste dire que quand moi j'ai fait l'atelier 2 tonnes, il y avait quelques jeunes qui étaient dans le groupe, ben, tu sais, adolescents, fin d'adolescence, mettons. Là, tu sais. Puis, mais le jeu est quand même ludique. Tu sais, il y a des cartes, faut faire des choix. Tu sais,
On entraîne, on entre pour faire des choix. Il y a des cotations selon nos choix nos impacts sur notre consommation, notre production de CO2 et qui est calculé, puis tout ça, mais ça, c'est automatiquement. Puis que tu vois, tu peux suivre sur un tableau l'évolution de tes décisions que tu prends. Mais tu sais, c'est ça, il y a quelque chose de quand même ludique dans choisir les cartes, individuellement ou collectivement, fait que ça se prête bien, je pense, tu sais, à des plus jeunes, là. C'est sûr que dans les choix d'automne, dans l'activité, on fait référence à nos choix individuels, mais aussi à nos choix collectifs, euh, puis l'impact de ces choix collectifs-là. Donc c'est plus complexe un peu, là, tu sais, mais tu dis, OK, mais je pense que les jeunes aujourd'hui sont nés dans cette complexité-là, là. Fait que moi, j'ai l'impression que ça serait un outil qui serait assez accessible, là. Ah, intéressant. Il y a un guide de Tamarack qui nous est partagé. Puis aussi le jeu Evalophobia qui a été développé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en France. Avez-vous d'autres références pour nous? Non? Euh, oui, Je, Yannick. je, je me posais une question. Alors, ce n'est pas un outil, c'est le modèle, celui de la double boucle de Bercana, que j'imagine beaucoup connaissent ici. Et je me demande s'il a été adapté en outil, car je me dis souvent que ça pourrait être un outil de positionnement dans son rôle idéal, son archétype dans les systèmes. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'outils, en fait, basés sur ce modèle d'outil d'animation. Ben, je vais te mettre dans le chat ici une note Praxis. Je sais pas si tu as accès à Praxis. Je commence à pas prendre pour acquis que tout le monde a accès à Praxis, mais c'est pas encore le cas, là. Il y a 2 ans, je prenais pour acquis que personne, mais puis c'était le cas. Mais oui, dans la note Praxis qu'on a rédigée à l'OVSS, à la fin, il y a une référence vers Percolab qui a développé un outil autour de la double boucle qui est quand même intéressante. On a failli faire notre assemblée générale avec tous nos acquis autour de la double boucle, puis finalement, on réussissait pas encore tout à fait à placer les affaires. Fait que là, on est parti sur une autre idée là avec Communagir, mais je trouvais que il y avait quelque chose d'intéressant qui avait été travaillé à ce niveau-là. Et l'ami, Oui, bonjour. En bonjour. fait, je ne sais pas parmi les personnes présentes s'il y a des tables de quartier, mais nous, à la CDC Centre-Sud, nous avons développé un outil qu'on dit d'évaluation de l'intégration de la transition socio-écologique dans les projets collectifs de notre quartier, de la table de développement social de notre quartier. L'outil est disponible en ligne. C'est vraiment un outil qui permet de créer des discussions entre les personnes qui portent des projets collectifs. C'est un outil qui a été élaboré avec le quartier. D'ailleurs, comme l'Agir nous a accompagnés un peu dans ce processus aussi. Mais c'est un outil pour amener la discussion, que les projets collectifs puissent s'améliorer vers la transition socio-écologique, tout dans la vision de justice sociale et d'équité. Donc, si ça vous intéresse, je peux mettre le lien dans notre site web. Voilà. Volontiers, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci, Lani. Sinon, je nous apporterai vers une courte évaluation. Je sais pas si Kat a envie de copier le lien. Ça prend 3 minutes à remplir. C'est vraiment le plus court possible qu'on l'a gardé. Notre volonté, c'est de faire des webinaires qui vous servent. Donc, dites-nous ce que vous avez aimé, dites-nous ce que vous n'avez pas aimé, puis rajoutez d'autres sujets là, si vous voulez qu'on les couvre euh, pour l'avenir. Puis sur ce, je vous souhaiterais une excellente journée.
Puis une joyeuse fin d'hiver. J'imagine que c'est pas partout comme chez nous, mais nous, il y a neigé la nuit passée, un petit 10 centimètres encore dans le bas du fleuve. Donc, sur ce, bonne fin de journée.